En visite au Monticule cette semaine, je reçois Jean-François Doré, qui est directeur des opérations avec l'équipe vainqueur des séries éliminatoires de la Ligue de baseball majeure du Québec, en plus d'être un ancien joueur des Castors d'Actonville. Et j'ai aussi Dominique Lucier, annonceur maison des Castors d'Actonville depuis 16 ans. Et pour une sixième année, il est relationniste avec la Ligue de baseball majeure du Québec. Ils sont avec nous pour nous parler de l'histoire des Castors d'Actonville, mais surtout de la saison victorieuse de l'année dernière. Donc, bonjour Dominique et Jean-François, j'espère que vous allez bien. Salut, Bonjour Zach, ça salut, va bien, merci. Ça va salut très, Zach. Ça va ça va très bien, très bien. merci. Je suis toujours content d'accueillir des gens du monde du baseball qui peuvent nous partager leur passion, mais surtout nous partager l'histoire, surtout des Castors d'Actonville, du fait qu'en passé, vous avez été les vainqueurs de la Ligue de la LBMQ. La question première est simple. On va y aller à tour de rôle, commençant par Dominique et par la suite JF. Quel est votre passé dans le baseball et un peu votre passé avec les Castors d'Actonville? Pour ma part, j'ai joué au baseball mineur à Actonville. Puis je suis natif d'Actonville, j'ai resté là pratiquement toute ma vie. Euh, Puis maintenant, j'habite à Saint-Hyacinthe depuis 15 ans. Mais juste avant de déménager à Saint-Hyacinthe, j'ai commencé comme annonceur maison avec les Castors. À faire la musique, puis annonceur maison à la demande d'Éric Champagne, qui était propriétaire à l'époque. Puis j'ai joint l'équipe des Castors, puis je suis avec eux depuis tout ce temps-là, passé à travers les années, les championnats de saison, puis les trois championnats de série également. Et de ton côté, JF? Moi, j'étais avec les Castors depuis 1997. J'ai joué, il y a eu comme trois générations de Castors. Il y a eu dans les années 50-60. Après ça, ils sont venus en 1987 jusqu'à 1993 à peu près, 13-14, que je te dirais. J'ai joué à cette époque-là. Puis j'ai joué aussi au retour des Castors, là. Ils sont venus à Actonville en 2006. J'ai joué jusqu'à là 2 ans, en 2021. Et qu'est-ce qui a amené la transition de joueur à directeur des opérations? Qu'est-ce qui t'a dit un peu, c'est le temps de faire le switch, puis je vais me diriger plus vers cette partie-là du baseball? C'est l'âge, mon Zach. Je suis rendu à 56 ans, j'ai arrêté de jouer à 52. À un moment donné, c'est les signes de l'âge, là, le bras, les jambes. Tu essaies de courir vite, puis ça avance plus. Déjà, je tape pas le plus vite sur la terre. Fait que les signes, t'as là, les flyers, t'es voyais plus tant que ça. Les balles rapides, faut la tes pouces à l'opposé. Fait que à un moment donné, l'âge m'avait rattrapé, puis j'ai toujours été dans l'organisation. Ma soeur s'occupe du restaurant, mon frère, ma belle-sœur s'occupe de l'administration. C'est de la famille. Les castors, c'est une affaire de famille. Fait que je suis encore là. Puis, à travers les années, tu as eu la chance de voir la Ligue évoluer. Tu as eu la chance de voir la Ligue évoluer surtout avec tout l'arrivée des médias sociaux, un peu de la présence un peu plus régulière des médias pour l'intérêt de la Ligue. Comment tu perçois en fait l'évolution de la Ligue à travers les années? Mais c'est sûr, au niveau du calibre, ça a beaucoup changé. À chaque année, des nouveaux joueurs qui arrivent avec le repêchage, maintenant avec les joueurs internationaux. Fait que c'est sûr qu'à chaque année, le calibre augmente. Là. Tu sais, avant, ça augmentait tranquillement. Puis là, dans les dernières années, ça augmente très rapidement. C'est sûr, au niveau des médias sociaux, ben, on a plus d'exposure. C'est plus facile d'amener des fans chez nous. On a toutes nos pages Facebook, on a toutes nos pages web. Fait que c'est sûr, à ce niveau-là aussi, ça a simplifié la vie. Là. Quand il mouille, tu veux canceller la game, tu mets ça, ça passe sur les réseaux sociaux, quand on a des promotions, tout ça. Fait que c'est sûr que la nouvelle technologie, ça aide tout le monde. Comme je te dis, au niveau du calibre, là, à chaque année, tu vois une différence de calibre. Il y a des nouveaux lanceurs qui arrivent, il y a des nouveaux joueurs qui arrivent. Ça a beaucoup changé là, dans les dernières années. Là. Je pense que Dominique va être d'accord avec moi là-dessus aussi. Ah, oui, tout à fait. Au niveau du calibre, là, on parle de deux joueurs internationaux par équipe. Ça change la donne là, naturellement, puis ça ne fait que rajouter euh, du prestige à la Ligue de baseball majeure du Québec parce que chacune des formations, ils peuvent aspirer aux grands honneurs chaque année. Là. Donc, ça reste, euh, ça reste une ligue qui est quand même qui a beaucoup de parité. Là. Tu sais, on ne sait jamais à chaque année là, qu'est-ce qui peut se passer. Là. Si on prend l'exemple de l'année dernière, ce que Sherbrooke a amené Actonville
en 7 matchs dans le premier tour des séries. Ça aurait pu aller d'un bord comme de l'autre. Là. Ça s'est terminé en huitième manche. Donc, il y a vraiment, il y a vraiment une belle parité dans la Ligue. Puis, il y a vraiment les joueurs internationaux, là, comme on disait, ça rajoute un plus à cette Ligue-là. Puis, c'est, c'est vraiment un très, très bon calibre de baseball à voir. Là. On n'assiste pas à des games, à des parties trop plates, là, si on veut, là, lorsqu'on va voir une partie de la Ligue. Là. Puis de votre côté, avec les Castors, quel est le fonctionnement pour attirer des joueurs internationaux vers l'équipe des Castors? Parce que dernièrement, j'ai eu la chance d'avoir le Brock de Drummondville qui, eux, m'ont partagé le fait que c'était beaucoup de courriels, beaucoup de discussions sur Internet ou au téléphone avec les joueurs ou avec quelqu'un de l'organisation ou quelqu'un, c'est du bouche-à-oreille, quelqu'un qui connaissait quelqu'un qui était dans ce programme-là, qui a réussi à amener les joueurs japonais vers Drummondville. De votre côté, comment vous avez fonctionné? Ou est-ce que c'est dans le processus d'avoir des joueurs internationaux? Comment on se place avec ça? Je te dirais, nous autres, c'est arrivé surtout avec Marcos Encarnacion, là, il avait signé avec les Capitales de Québec, puis nous autres, on y avait parlé un petit peu dans l'entre-saison. Puis quand il a été réalisé par les Capitales de Québec, il était déjà au Québec, fait qu'on l'a amené chez nous. Ça fait déjà, là, ça va faire la troisième année cet été qu'il est chez nous. Nous autres, ça marche surtout par contact, là, grâce avec Marcos, là, puis que comme ça, l'année passée, on a amené Jordi Perez aussi, qui est un contact de Marcos. On marche bien gros par contact. Là. Nous autres, on est plus dans la filière latine, là, avec des Vénézuéliens ou des Dominicains, tandis que les Drummond, nous autres, sont plus dans la filière japonaise. Là. Fait que c'est par contact, comme tu dis. Là. Nous autres, on y va comme ça, puis on essaie d'avoir des gens qui vont matcher aussi avec notre équipe. Là. On veut pas. On essaie d'avoir des renseignements, pas juste sur le baseball, comment que les gars sont, parce que on l'a pour toute la saison, puis on veut que ça fit avec le reste de l'équipe, avec la mentalité de l'équipe aussi. Et à travers l'arrivée de ces joueurs-là c'est sûr que là, dans le cas de votre premier joueur que tu as mentionné, il était déjà au Québec, mais dans le cas où c'est un joueur qui arrive déjà de l'extérieur, comment on réussit à l'amener à s'intégrer de la meilleure façon à Actonville? Ouais, c'est sûr, nous autres, Marcos, quand il est arrivé ici, il s'est établi à Actonville. On l'a logé, tout ça, puis il s'est très bien intégré. Il jouait à balle dans une ligue de balle dans la semaine avec ma ligue de baseball de Vieux Castor. Il arbitrait, il aidait au baseball mineur, il allait arbitrer des games quand il manquait d'arbitre. Fait qu'il s'est intégré beaucoup dans la ville, puis je pense pour ça aussi que ça va faire la troisième année qu'il revient. Là. Je pense qu'il était adopté par les gens d'Actonville. On espère là, que éventuellement, si on en a d'autres, ça va être la même chose. Si je Et peux me permettre, Zach, vas-y, par oui, rapport vas-y. aux joueurs internationaux, tu sais, étant au niveau de la Ligue, on reçoit, à chaque semaine, on reçoit un courriel d'un joueur qui dit, moi, je joue au Venezuela, j'aimerais ça m'intégrer à votre ligue, comment ça fonctionne. Puis, fait que là, à ce moment-là, bon, on partage l'information à travers la ligue, à travers les équipes. Puis les équipes ont déjà des contacts avec ces personnes-là. Tu sais, il y en a qui envoient des vidéos. On en a reçu un cette semaine, là, d'ailleurs, là, un joueur qui lance des balles à 90 000, 93 000 à l'heure. Puis, tu sais, il est intéressé à venir intégrer notre ligue. Donc, c'est sûr que le succès que les équipes ont connu, puis le succès que ces joueurs-là ont dans notre circuit, ça fait en sorte que ça donne un peu plus de visibilité, puis ça donne le goût aussi à des joueurs de l'extérieur de venir s'intégrer dans notre ligue. Puis lorsqu'ils arrivent ici, ils voient que le calibre, c'est pas n'importe quoi, là, c'est un- c'est une ligue de haut niveau. Et justement, là, quand j'ai parlé, je prends encore l'exemple avec le Brock parce qu'on a parlé beaucoup de leurs joueurs qui ont fait une transition vers, exemple, si ma mémoire est bonne, c'est les Aigles de Trois-Rivières, mais je peux me tromper. Il y avait un de leurs joueurs qui ont fait de la transition. Est-ce que ces joueurs-là voient un peu la LBMQ comme une transition vers la Ligue frontière ou l'espoir un jour de se rendre dans les ligues majeures? C'est comment eux voient ça quand ils sont approchés par la Ligue? Ben, c'est sûr que nous autres, au départ, quand Marcos est venu ici, c'était dans l'espoir de retourner à Québec dans la Ligue frontière, mais maintenant, après 3 ans, il est rendu à 28 ans. Je pense qu'il est juste content de venir jouer au baseball, de passer l'été ici, de s'amuser avec ses chums. Là. Je pense que lui, son plan, c'est pas de repartir quelque part, mais oui, ça arrive au début. Quand il est arrivé, son plan, c'était de retourner dans les frontières. Puis les contacts qu'on avait eus avec d'autres gars d'extérieur, leur but, c'était ça aussi. C'était pas nécessairement jouer dans la LBNQ. C'était de se donner une swing pour retourner dans la frontière, évidemment. Et de ton côté, Dominique, avec la Ligue, comment eux perçoivent ça, les joueurs qui veulent faire une transition directement, potentiellement vers la Ligue frontière?
Ben, en fait, on n'est pas contre ça, là, tu sais, les joueurs, puis même des joueurs du Québec, là, je prends exemple David Gauthier qui joue pour Actonville, tu sais, il a passé par Actonville, il a joué une saison, il a été approché par les Capitales, il a été approché par Trois-Rivières, donc il est allé faire un essai dans ces deux équipes-là, puis, tu sais, à un moment donné, euh, il y a des règlements aussi qui sont spéciaux au niveau de la Ligue frontière qui fait en sorte que des joueurs, lorsqu'un statut vétéran, lorsqu'on a un statut de joueur établi, ben, il y a une limite de nombre de joueurs. Donc, ça fait en sorte que ces gars-là vont passer un petit peu par le processus professionnel. Puis, on le sait que la Ligue frontière, oui, c'est un bon calibre, mais c'est très prenant en temps. Puis, les joueurs qui sont rendus à 26, 27, 28 ans, puis qui commencent à avoir des petites familles, puis tout ça, ben là, à un moment donné, ils doivent faire un choix. Tu sais, est-ce que je vais jouer au baseball 6 à 7 jours semaine? Euh, ou je vais jouer au baseball 2 à 3 matchs, puis m'occuper de ma famille, puis travailler dans dans un job normal, mettons, si on veut, sans jouer professionnel. Fait que c'est un peu le choix que les équipes font. Puis c'est sûr que nous, au niveau de la Ligue, qu'un joueur qui vient de l'extérieur, puis qui se serve de nous, si on veut, pour faire une transition, puis se donner de l'exposure, ben, en fait, ça donne de l'exposure à notre ligue, donc on n'est pas contre ça non plus, là. C'est certain que ça, on aimerait ça de toutes les garder pour nous, mais on a comme une limite pareille de 2 par équipe, donc on ne peut pas avoir des équipes remplies avec 5, 6 joueurs internationaux, puis d'avoir des formations où ce que le budget d'opération va être beaucoup trop élevé à cause de ces situations-là, parce que comme Jean-François le mentionnait, tu sais, ces gars-là, il faut que tu les loges, il faut que tu les nourrisses, il faut que sais, ils partent de leur pays pour venir jouer au baseball, ben, veut pas, il y a certaines dépenses entourant l'avenue de ces joueurs-là là, qui font en sorte que tu dois quand même t'occuper d'eux, là. Donc, si on en avait 5 à 6 par équipe, ben, on mettrait la ligue à terre. Et quand on regarde les dernières années, là, pour revenir un peu au Castor directement, là, on regarde les dernières années. L'an passé, vous avez une fiche de 20 victoires, 7 défaites. En 2022, on parle de 19 victoires, 11 défaites. En 2021, c'est là où les choses avaient peut-être été un petit peu plus complexes. Une fiche de 9 victoires, 13 défaites. Et votre dernier championnat remonte, au championnat des séries remonte en 2019. Quel travail a été fait depuis 2019 pour ramener une équipe championne l'année dernière? C'était en 2017, c'est pas 2019 qu'on avait gagné, c'était en 2017. Oh, Euh, ma faute. on a, pas. On a pas mal le même noyau dans les dernières années, je te dirais. Ce qu'on a fait dans les dernières années, c'est on a essayé d'améliorer notre staff de lanceurs. On y est arrivé là, avec la venue de David Gauthier, Brian Corona, euh, Marcos Encarnacion, Philippe Sade. On avait déjà Roberto Zapata, puis Gabriel Chiasson. C'est-à-dire, on a 6 bons lanceurs. Il y a 2, 3 ans, peut-être qu'on s'était là, on manquait de profondeur sur la butte. Puis là, depuis ce temps-là, on a mis toutes nos ressources, puis on a échangé des joueurs pêchage pour aller chercher des lanceurs, puis ça a payé dans les dernières années. Et justement, on parlait de la série face aux Expos de Sherbrooke qui s'est rendu jusqu'en septième manche jusqu'en septième match, pardon, et ça s'est rendu qu'en huitième manche. Comment on percevait cette série-là et un peu les séries en soi, parce que tu sais, c'est quand même une bonne série qui est demandante sur les joueurs. C'était quoi le travail qu'on faisait là, pour réussir à dire, OK, là, on est en série, on vient de gagner contre Sherbrooke. Est-ce que c'était on se dit, on le sait qu'on va se rendre jusqu'en finale? Comment le travail a été fait pour se rendre jusqu'à cette dernière série? Là, tu sais jamais, même contre Sherbrooke, on savait que Sherbrooke, quand ils ont tout leur line-up, sont coriaces, là, c'est un des line-up les plus durs à passer au travers, le line-up de frappeurs. C'est une équipe qui passe pas dans la mythe, là, avec Peña, avec Pommier, avec German. C'est une équipe dure à passer. Pour nos lanceurs, ça a été tough. C'est aussi sa première série qui est dure à gagner en playoff. Puis après ça, on a eu Saint-Jean. J'ai eu une grosse rivalité contre Saint-Jean. Encore là, on tirait de l'arrière, on est revenu dans la série, on a gagné. Puis contre Victo aussi, là, on perdait 3, on est revenu. On savait aussi qu'avec la profondeur de notre staff de lanceurs, ben, plus la série s'étire, ben, plus ça tournait à notre avantage parce qu'à un moment donné, l'autre équipe avait de la misère à suivre nos lanceurs. Nous, on a tout le temps un bon lanceur sur la butte. On revenait, on avait tout le temps de la relève, fait que c'était difficile. Quand les séries s'étiraient, on savait que nos chances de gagner étaient meilleures.
Et moi, ce qui me pique des fois un peu ma curiosité, c'est quand on regarde un peu l'expansion des dernières années. Il y a le Brock de Drummondville qui, il y a quelques années, s'est ajouté à la Ligue. Il y a Granby, si ma mémoire est bonne, qui va s'ajouter soit cette année ou l'année prochaine là, dans la Ligue. Et il y a aussi l'arrivée de Philippe Laprise comme directeur général du Big Bill de Quaticook, ce qui amène un peu on rajoute plus de couverture à travers le Québec pour avoir une vision sur la Ligue. Comment les Castors voient l'arrivée de ces expansions-là ou de ces noms-là vers une équipe qui peut amener un peu plus de gens à se rendre au terrain, plus de visibilité vers ces équipes-là. Comment nous, on réagit du côté des Castors pour s'assurer qu'il y ait du monde au stade, puis qu'on ait de l'intérêt envers l'équipe pour nous aider à, naturellement, là, que le côté financier reste toujours très bien actif. Ben, nous autres, depuis une dizaine d'années, je te dirais que les foules sont là, là. Les gens viennent au stade. C'est sûr que le stade, on a une bonne équipe, mais le stade ne fait pas beaucoup. C'est le fun venir au baseball Acton. C'est un petit stade, il y a tout le temps de l'ambiance, il y a 200 ou 500 personnes. Il y a tout le temps de l'ambiance. C'est sûr aussi, on présente tout le temps une bonne équipe sur le terrain. On arrive tout le temps avec un bon club. On n'a pas tant d'absence que ça dans l'été, même si des fois il y a des vacances, on a des ressources. Au niveau de l'expansion, ben, c'est sûr que c'est bon pour la Ligue. Des gros marchés comme Drummondville puis Granby. Drummondville est en train de bâtir un nouveau stade. Granby est déjà un beau stade. C'est sûr que Philippe, il nous amène l'exposure aussi. Là. Il est connu, puis quand il parle, il est écouté, fait que c'est bien le fun. Là. C'est sûr que pour les équipes d'expansion, c'est difficile à se monter une bonne équipe. En partant, ça prend tout le temps 4-5 ans parce qu'il faut que tu repêches, faut que tu repêches, faut que tu repêches. Puis la Ligue est rendue tellement forte que tes choix de pêcheurs, ça en prend vraiment des bons pour passer l'alignement. Fait que ça va prendre de la patience de ce côté-là. Et du côté un peu là, on parlait tantôt des réseaux sociaux, on parle, il y en a, ben, ça s'est vu peut-être un peu plus avec la LBGEQ, du côté de la web diffusion, d'amener les gens peut-être à offrir des services supplémentaires sur les réseaux sociaux. Comment les castors, eux, voient ce visuel-là ou ces possibilités-là, peut-être de faire des vidéos supplémentaires pour donner un intérêt aux gens avec les castors? Qu'est-ce qu'on on prévoit dans les prochaines années ou la prochaine saison? Bon, c'est sûr qu'on aimerait ça avoir, se mettre plus un peu, peut-être pas des matchs, là, parce que l'année passée, quand on se rendait compte, quand on mettait trop de matchs sur le web, des fois, ça faisait baisser un peu les foules. Pas d'un gros match en série, on l'a fait, puis c'était vraiment le fun. Là, mais moi, je pense plus, mettons, entrevue d'après-match, puis tout ça. Là, peut-être on pourrait être plus actif là-dedans. Là. Ça, je pense à ça aussi. Là. C'est sûr qu'on pourrait faire de l'amélioration ce côté-là, mais on y va à notre rythme aussi. Là. Là-dessus, je pense que Dom, il pourrait te répondre aussi, parce qu'il s'occupe beaucoup de la Ligue, il s'occupe des castors. Il est très web quand il fait un super job, quand il fait ses games à TV. Là. Fait que, je pense que Dom, il pourrait te répondre aussi là-dessus. Oui, c'est ça. Ben, par le passé, là, depuis le début de la COVID, en fait, là, on a fait plusieurs matchs diffusés live sur le web. On en a fait avec des services professionnels, puis on en a fait avec des services, si on veut, maison, là, qu'on installe une webcam, puis que je parle pendant le match, puis je fais la description, l'analyse, puis des fois, tout par moi-même, puis je m'amuse avec ça en même temps. J'interagis avec les gens qui sont sur le Facebook Live, puis qui commentent le match, qui posent des questions, des choses comme ça. Euh, mais moi, je fais ça par passion, puis j'adore ça. Tu sais, c'est vraiment ça fait pas partie de ce que je fais comme travail dans la vie, mais tu sais, je fais ça, parce que j'aime le baseball. Puis on donne de l'exposure comme ça, mais c'est sûr qu'en contrepartie, comme Jean-François l'a mentionné, des fois, si on fait trop de matchs diffusés live sur Facebook gratuitement, ben une journée où ce que apparence de pluie, où ce qu'il ne fait pas super beau, où ce qu'il y a un petit vent, où ce que tu sais, il y a toujours une bonne raison pour rester à la maison parce que le match est gratuit sur Facebook, puis je vais juste m'asseoir chez moi, puis je vais prendre ma petite bière tranquille sur ma terrasse, puis je vais écouter le match sur mon téléphone. C'est certain que pour être là à tous les matchs depuis 16 ans ou presque, euh, tu sais, vivre un match dans un stade directement, c'est pas comme le regarder sur ton téléphone, mais il y a des gens qui préfèrent rester chez eux, puis fait que oui, c'est le fun de te donner de l'exposure d'un côté, mais de l'autre côté, ça peut créer aussi l'effet pervers de l'autre côté où ce que tu vas diminuer tes foules. Mais on le fait quand même à l'occasion. Tu sais, je l'ai fait pour les Castors, mais je le fais surtout pour la Ligue. Euh, Parce que, tu sais, en finale, en fait, j'ai filmé tous les matchs, puis on a fait la diffusion
en live sur Facebook. Puis, les gens ont rendez-vous au stade, puis les gens ont rendez-vous en ligne aussi. Là. On a atteint des pointes là, de 700-800 personnes en même temps là, sur notre diffusion Facebook Live. Là. Fait que c'est quelque chose qu'on fait là, depuis déjà plusieurs années. Là. J'ai commencé avec mon bon ami Jean-Philippe Morin, là, qui était à Shawinigan là, dans l'organisation là-bas. Puis on a travaillé ensemble sur plusieurs diffusions. Puis on a travaillé aussi avec Graphixel Vidéo, qui est de Drummondville, qui fait des matchs même des voltigeurs de Drummond au niveau du hockey. Fait que les diffusions qu'il fait là, avec une caméra au champ centre qui pointe derrière le lanceur on voit la zone de prise, puis tout ça, là, c'est vraiment un service professionnel. Puis ils diffusent en même temps sur le réseau Cogeco. Donc à Drummondville, exemple, ils peuvent voir les matchs sur TV Cogeco, puis tout ça. Fait que c'est quand même des belles choses qu'on a fait par le passé. Puis c'est pas exclu qu'il va en avoir d'autres, là. Mais ce qu'il faut avoir, par contre, c'est avoir le stade pour être capable de le faire. Parce que les installations ne sont pas tous faciles à faire dans tous les parcs. Donc, on travaille quand même là-dessus, là, au niveau de la Ligue, là, pour avoir le plus d'exposure possible, là, puis d'avoir une certaine visibilité. Mais comme Jean-François le mentionnait, des vidéos après-match, puis tout ça, il va en avoir de plus en plus. Parce que chacune des équipes travaille fort à ce niveau-là, au niveau des réseaux sociaux, au niveau de la diffusion web, on le voit là, sur Facebook, là, les visuels qui sortent, là, les joueurs, les échanges, les joueurs qui ont annoncé leur retour, puis ces choses-là, tu sais, la publication, là, comme les castors font par les temps qui courent, là, de tous les commanditaires, puis tout ça, ça donne de l'exposure supplémentaire à leurs commanditaires. Donc, il y a vraiment un beau travail qui se fait, là, puis de plus en plus, tu sais, il y en a qui sont si on veut, des spécialistes dans chacune de leurs formations, puis ils donnent, eux, ils donnent, eux, le- le- l'exposure qu'il faut, dans le fond, pour chacune des équipes. Et du côté de la Ligue, est-ce que c'est quelque chose qu'on veut peut-être pas nécessairement rendre obligatoire, mais imposer une certaine quantité de matchs à mettre sur les réseaux sociaux, sur les équipes? Est-ce que c'est quelque chose qu'on veut instaurer de plus en plus avec les équipes ou c'est vraiment c'est comme bon semble chaque équipe de dire nous on le fait, nous on le fait pas? Comment ils font ça? Ben, présentement, il n'y a pas d'obligation pour personne de diffuser quoi que ce soit. Parce que veux pas, c'est pas tout le monde qui a les mêmes moyens, puis ça coûte quand même un certain montant. Il y a un budget à la Ligue qui est prévu pour faire la diffusion de quelques matchs. Chaque année, comme je dis, on en a fait. Graphixel ont fait le 7e match l'année dernière à Acton. Tu sais, veux pas, après le match, on se dit tous, tu sais, surtout que ça a été un très, très bon match. C'est un beau souvenir pour ceux qui y ont participé, là. C'est un beau souvenir pour les gens qui ont qui ont joué dans le match. Pour moi qui l'a décrit, puis tout ça, tu sais, pour tous les gens qui ont assisté, ben, ça reste des beaux souvenirs pour tout le monde. Puis, à ce niveau-là, c'est certain que on essaye au niveau de la Ligue de travailler en partenariat avec tous les responsables médias de chacune des équipes pour justement travailler en collaboration avec l'autre, dire hey, c'est quoi tes trucs, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu utilises comme logiciel pour diffuser les matchs, puis tout ça, tu sais, puis fait que c'est tous des petits trucs qu'on se donne à tous et chacun, puis on finit par tout le monde s'améliorer en même temps. Et pour parler justement, là, on parlait de quand on diffuse des matchs en ligne, il y a de moins de gens, ou quand on n'en diffuse pas, des fois, il peut y avoir plus de gens, dépendamment là, des températures. Qu'est-ce qu'on fait du côté des Castors d'Acton pour attirer les gens au stade? Est-ce qu'on on a des thèmes pour les matchs? Est-ce qu'on fait des thématiques peut-être sur des joueurs spécifiquement? Je donne un exemple, là. J'ai déjà vu apporter votre animal, apporter votre chien, votre chat au stade. Y a-t-il des choses comme ça qui sont faites pour essayer d'attirer les gens à venir au stade? Là, on fait de la promotion un peu sur Facebook, mais je sais que nous autres, Actonville, c'est une ville centrale dans la MRC. Il y a des villages alentours. Souvent, on faisait la soirée Rockstar, la soirée Upton. Des fois, on faisait les campings. Ça amenait un peu de gens. Ça amène tout le temps 50-60 personnes de plus. Puis souvent, il y a des gens qui reviennent après ça. C'est ça le but de ça. On a aussi le match de la ville d'Actonville, que la ville distribue des billets à tous les citoyens qui veulent venir au baseball. Fait que c'est sûr qu'on a un petit peu de thématique, mais en jouant juste 15 matchs locaux, c'est sûr aussi que je pense que tu crées une rareté. Là, on joue pas, on joue une game par semaine. Des fois, on joue une game aux 2 semaines localement. Fait on a, d'annoncer nos matchs comme il faut, je pense que c'est ça la clé. Puis quand il fait beau, tu as une bonne
un beau vendredi soir qui fait beau, puis tu joues contre Saint-Jean, tu joues contre une rivalité, tu n'as pas besoin de faire grand-chose. Les gens sont au rendez-vous. Et on parlait avant de débuter le podcast, puis je trouve ça important d'en parler, puis je vais peut-être même rajouter une photo là, dans l'après-montage, après tout ça, là. Le stade d'Actonville est mythique, honnêtement, là. Le stade est super beau, c'est un des plus beaux stades qu'il y a au Québec. Ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seraient d'accord avec tout ça, le stade Léo Asselin. Est-ce qu'on peut nous donner un peu l'histoire du stade si on a l'information adéquate là, de comment le stade est arrivé, puis qu'est-ce qui rend ce stade-là mythique à ce point-là? Ben, avant, je te dirais, le stade a été bâti, je te dirais, début des années 60. Là. Avant ça, le baseball Acton, parce qu'Acton, c'est une ville de baseball. Le baseball Acton, ça jouait, il appelait ça Stade de la Robert, parce que c'était une usine qui s'appelait la Robert, puis il y avait le stade de baseball à côté qui était sur le terrain de la voie ferrée, qui appartenait à la voie ferrée. Fait qu'à un moment donné, je pense que c'est le CN ou le CP qui était propriétaire de ça, fait qu'ils leur ont demandé de déménager à un moment donné parce que ça prenait de l'expansion, puis ils ont bâti le stade en 1962-65, je te dirais milieu des années 60, avec les Castors aussi qui jouaient à cette époque-là. Euh, Après ça, le stade, il y a eu des modifications. Il n'y a plus de baseball à un moment donné. Fait qu'il y avait placé une clôture pour la softball. Il y a eu la softball bien des années. Puis à un moment donné, les Castors sont revenus en 1987, puis on a joué jusqu'à peu près en 1993-14. Encore là, on jouait dans la Ligue de baseball. Seigneur de l'Estrie, ça a tombé. Puis on est revenu en 2006 avec Yves Etier et Martin Bérubé qui avaient une équipe à Granby. Ça fonctionnait pas beaucoup. Puis Martin connaissait des gens d'Acton, fait qu'ils sont revenus. Ils ont fait une demande de déménagement à Actonville. Mais le gros du travail avec le stade d'Acton s'est fait vraiment en 2015 quand ils l'ont rénové parce que le stade était vraiment en train de tomber. Là. La structure est toute en bois. Fait que c'était tout en train de pourrir. Il y avait des nids d'oiseaux, les fils électriques étaient en train de se faire manger. Fait qu'il était moins une quand ils ont réussi à avoir les subventions. Là. C'était Yves-François Blanchette à l'époque qui était député, qui avait travaillé fort là-dessus, la ville d'Actonville. Patrice Dumont qui était conseiller aussi. Là, il y avait une gang qui travaillait fort là-dessus. Puis on a eu ça juste à temps. Parce que sinon, un an ou deux plus tard, il aurait peut-être fallu démolir le stade. Mais aujourd'hui, ça a fait que je sais que Stéphane Chagnon, là, qui était au service des loisirs de la ville, qui ont fait le projet. Puis ça a fait vraiment. Quand on a vu le résultat, là, on était vraiment contents. Ils ont réussi à garder le cachet vieillot du stade. Quand tu rentres dans le stade Acton, tu as l'impression que tu es dans les années 60. Ils ont tous réussi en dedans. Ils ont fait de la brique aussi, un peu partout, les dugouts en brique, en arrière du marbre. Fait que ça donne vraiment un look incroyable. Là. Fait que, je suis d'accord avec toi, c'est mythique ce stade-là. Puis il y a eu tellement de matchs mémorables aussi à Acton. Puis ça fait que, ça fait comme tu dis, là, les jeunes viennent jouer ici, puis les nouveaux qui arrivent chez nous, ils l'ont jamais vu, ils s'attendent pas à avoir un stade comme ça d'une petite municipalité. Moi, ça Puis me pour surprend. faire le tour autour de la Ligue, là, la plupart des équipes, c'est leur stade préféré où ce qu'il y a à aller jouer. C'est pas parce qu'ils savent qu'ils vont gagner contre Acton, là, c'est vraiment. Donc, on est content d'aller jouer à Acton. Le stade, il est le fun. La, la, la configuration, la manière que c'est fait, les gens sont près du terrain. C'est comme si tu étais dans un parc à l'extérieur, mais c'est quand même dans un stade qui est fermé avec un toit pour les spectateurs. Donc, il y a quand même une proximité. L'ambiance est toujours là. Euh, tu sais, je vais nous lancer des fleurs à Jean-François et moi, mais tu sais, l'animation qu'on fait, là, est très, très, moi je peux dire, est très classique. Là. On fait pas on fait rien d'extraordinaire. Là, tu sais. C'est toujours les mêmes tonnes au même moment. Moi, j'annonce, je parle toujours pareil comme d'habitude. J'ai pas de, je fais pas rien d'extravagant, mais les gens ils aiment ça, puis ils sont habitués, puis tu sais, les spectateurs, le fanbase qui est avec les Castors depuis toujours, ben, ils sont là, puis ils reviennent à chaque année. Là. Tu sais, la seule raison pourquoi ils viennent plus, c'est parce qu'ils sont rendus trop vieux ou parce qu'ils sont décédés. C'est vraiment, c'est vraiment la seule raison pourquoi il y en a qui ne reviennent pas, là, parce que si tu viens au stade une fois, on dirait que tu as, comme le goût d'y retourner. Là. Les hot dogs sont bons, puis l'ambiance est bonne, le baseball est le fun. C'est ça. Moi, on dirait qu'à chaque fois que je vois à ce stade-là, je pense, ben, vous devez sûrement connaître ce film-là, le film La Ligue, les Ligues en jupons. Là. Mhm. Ce stade-là me fait penser à un stade de la Ligue des jupons. Je sais pas pourquoi, qu'est-ce qui fait que
mon cerveau récolte tout le temps ces formations. On dirait la Ligue des Jupons. C'est vraiment un très beau stade. Quelqu'un a la chance d'aller voir un match à Actonville, vous devez aller voir un match des Castors parce que honnêtement, c'est une très, très, très belle expérience à aller faire et à aller vivre. Et si on revient un petit peu pour la saison 2024, là, on est une équipe qui a gagné le championnat l'année passée. On devient un peu l'équipe champion en titre qui vont vouloir défendre son titre l'année prochaine. Est-ce qu'on a des gros changements qui ont été faits? Est-ce qu'on a des façons de voir avec l'équipe qui est différente? Comment les joueurs voient le retour dans la prochaine saison de dire on va être l'équipe à battre pour la saison 2024? C'est sûr que quand tu gagnes, tu ne fais pas énormément de changements non plus. La plupart des gars sont de retour. Je pense que puis l'année passée, dans les playoffs, Emmanuel Fortier était blessé, s'était cassé une main dans la saison, il n'a pas joué. Derek Lamontagne, t'as parti au collège, il n'a pas joué. Est-ce que, euh, comme je te dis, c'est des gars-là qui devraient être présents cette année. Fait que déjà, on s'améliore de ce côté-là. On n'est pas allé chercher, mais on a ramassé un catcher international qui habite à Montréal. Ça, je te dis, on l'a eu comme un peu par hasard, là, qui a rencontré des gars de notre équipe à Montréal. Il a joué dans la série nationale cubaine, il a joué 9 ans dans la grosse ligue cubaine, puis il va se présenter. Là, il arrive, je pense, le 2 mai avec nous. Fait que c'est quelqu'un qui devrait nous donner un gros coup de main. Déjà là, on a des améliorations, puis on a le même staff de lanceurs. De notre côté, on est confiant. Là. On pense qu'on va être capable de compétitionner, mais la Ligue est tellement forte que je ne te dis pas qu'on va gagner, mais je pense qu'on va être. Si on joue dans nos capacités, là, je pense qu'on va être capable de répéter. Oh, qui sait? Peut-être que sans nécessairement être une prédiction, peut-être que Non, on non, non, pourra, on pourra pas, revoir ça. je veux pas être arrogant, mais je sais qu'on a une bonne équipe, qu'on va être capable de compétitionner, mais en même temps, je regarde Ali Victo qui a fait le plein de pas mal de bons joueurs. Montréal, c'est toujours tough contre nous autres. Que Saint-Jean, c'est des bonnes équipes. Le Saint-Colomban qui s'améliore. Granby, on les a pas vus, là, mais de l'autre côté, tu as toujours Thetford qui sont fatigants. Chabot, c'est toujours bon. Les équipes qui s'améliorent comme Quaticook. Drummond aussi qui s'améliore, mais ça va être difficile pour eux parce qu'ils ne jouent pas chez eux cette année. Ils jouent sur la route tout le temps, ce sera pas facile. Shawinigan, je sais qu'il y a eu des gros changements aussi, mais je te dis pas qu'on va gagner, je te dis juste que je pense qu'on va être compétitif, ça c'est clair. Ben, il faut, c'est la bonne mentalité, c'est rester Ouais. compétitif, d'offrir des bons matchs. Puis justement, là, à travers tout ça, on parlait d'exposure tantôt, on parlait d'avoir de la visibilité. Est-ce que, je lance l'idée en l'air, puis je veux juste votre opinion là-dessus. C'est vraiment juste une idée comme ça. Tu sais, dans les derniers temps, si vous suivez un peu les réseaux sociaux, on voit les Savannah Banana qui font vraiment une grosse apparition partout. Tous les gens en parlent. C'est vraiment quelque chose qui implique beaucoup les gens, les spectateurs qui sont présents. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait voir dans les prochaines années? Pas nécessairement un match Savannah Banana, mais un match des étoiles ou un événement, quelque chose, peut-être un tournoi qui peut à amener une visibilité sur la ligue. Ben, on a déjà le championnat canadien on est de retour depuis. On est retourné l'année passée, on est allé une couple d'années avant aussi. On avait arrêté à cause des coûts aussi, c'est très cher les là. C'est sûr que dans une saison de 30 matchs avec les étés qu'on a au Québec, c'est difficile. On a essayé de faire des matchs d'étoiles à un moment donné, mais il faut que tu arrêtes la ligue pendant une semaine. Les gars veulent pas trop que leur lanceur lance au match d'étoiles parce que tu joues la semaine d'après. Fait que ça devient compliqué. Là. Fait que je pense qu'on se concentre plus sur la saison. Là. Mais au niveau de la ligue, je pense que c'est un petit peu aussi ça. Là. Oui, ben en fait, c'est ça. Les matchs d'étoiles, ça reste un bel événement. C'est toujours quelque chose qui est super le fun. Par le passé, ça s'est déjà fait à Thetford Mines le 1er juillet. Étant donné que là-bas, à Thetford, ils font des feux d'artifice à partir du stade, puis ils ont un stade immense, là, où ils peuvent accueillir au-dessus de 5000 spectateurs. Ben, il y a déjà eu des matchs d'étoiles, mais euh, je veux dire, le match d'étoiles qui était présenté, comme Jean-François le mentionne, c'est pas tous les meilleurs lanceurs qui étaient là, c'est pas tous les meilleurs joueurs qui étaient là. Fait au niveau de l'exposure de la Ligue, c'était pas nécessairement le meilleur. Le meilleur, mettons, la meilleure photo pour montrer voici la LBMQ, c'est quoi. Par contre, le championnat canadien, où on était de retour à partir de l'année dernière, on est allé à Red Deer en Alberta, on a gagné la médaille d'or, puis je dis on parce que je fais partie de l'équipe Québec. Donc,
L'équipe de la LBMQ, dans le fond, qui est formée de joueurs appartenant aux équipes de la Ligue. On a gagné la médaille d'or l'année dernière à Red Deer. On retourne en Ontario cette année avec l'objectif ni plus ni moins que de répéter. Puis ça donne un exposure vraiment magistral. L'année dernière, lors du championnat canadien, la diffusion qu'on a fait avec mon ami François Rousseau, on a, euh, on a fait exploser les réseaux sociaux au Québec avec tout ce qui s'est passé là-bas. On faisait des vidéos à tous les jours, des vidéos après le match avec les joueurs. J'ai filmé le match de la finale, je l'ai diffusé live sur Facebook. J'ai décrit un circuit gagnant de Raphaël Gladu, septième manche. La marque est égale. Gladu, premier lancé, paf, circuit dans le chanson. Bonsoir, elle est partie. On a gagné le championnat comme ça, dans le fond, la médaille d'or de cette façon-là. C'était diffusé live sur Facebook. J'ai juste fait une republication du vidéo du circuit. Il y a eu au-dessus de 15 000 vues jusqu'à présent. Puis c'est comme les réseaux sociaux au niveau du Facebook de la Ligue ont explosé pendant cette semaine-là parce qu'on avait vraiment la crème de la crème. Par le passé, au niveau de la Ligue, on demandait aux joueurs est-ce que ça vous tente de participer, puis les joueurs devaient débourser pour leurs dépenses, leurs billets d'avion, puis ces choses-là, ou les équipes fournissaient dans le fond pour les joueurs. Mais là, au niveau de la Ligue, on a comme fait un petit virage, on a dit regarde, on va prendre en charge les dépenses pour les joueurs pour s'assurer qu'on ait vraiment la crème de la crème sur place. Et, on a starté le championnat avec Carl Gélinas à la butte. Fait que ça commence bien. Puis, C'est un bon départ. avec Raphaël Gladu qui frappe le circuit gagnant dans le dernier match. Donc, on a vraiment une fiche parfaite en plus là-bas, là, aucune défaite. Puis, ça a été vraiment une belle expérience. Puis, c'est certain qu'avec ce qu'on a fait au niveau de la Ligue, c'est comme la solution qu'il fallait prendre. C'est le chemin qu'il fallait prendre pour se rendre là-bas. Puis d'avoir un exposure vraiment majeur pour la Ligue. CABC, qui est un site de baseball senior à travers le Canada. Ils couvrent nos activités, dans le fond. À chaque publication que je fais, ils repartagent tout, puis tout ça. Fait que ça donne vraiment un gros exposure. Puis il y a plein de joueurs qui viennent de l'extérieur, puis qui étaient des autres provinces qui demandaient hey, est-ce qu'on peut aller jouer dans votre ligue l'année prochaine, puis tout ça. Puis c'est sûr qu'ils viennent en dehors du Québec, fait que c'est un outsider. Fait que ça, ça diminue le nombre de joueurs possible, mais ça donne quand même une belle visibilité à LBMQ là, de ce qu'on fait là-bas. Ben, définitivement que quand d'autres joueurs de d'autres régions, d'autres provinces ont l'intérêt de venir pour jouer dans la LBMQ, ça fait, j'exagère un peu en disant ça, mais ça fait rêver à peut-être une expansion de ligue plus grande. C'est sûr que ça change beaucoup de choses. On a beaucoup de coups qui seraient impliqués, il y a beaucoup de choses, mais Mhm. de voir l'intérêt des gens de l'extérieur, ça peut amener à des questionnements dans un futur de dire, y a-t-il quelque chose qui peut être fait avec ça? Mais justement, au championnat, quelle est la perception des autres équipes avec l'équipe québécoise? Est-ce qu'on les redoute? Est-ce qu'on trouve que c'est une équipe facile? Est-ce que les compétitions, c'est juste l'Alberta, Colombie-Britannique, puis l'Ontario qui jouent de quoi? Les autres provinces sont plus reculées? Ben, en fait, c'est sûr que l'équipe Québec, c'est une équipe d'étoiles. Fait que c'est pas, exemple, les Castors qui gagnent le championnat cette année qui vont au championnat canadien l'année prochaine puis qui amènent deux, trois joueurs de plus. Tu sais, c'est vraiment une équipe d'étoiles. On prend les meilleurs de la ligue puis on forme une équipe avec ça puis on lève. Les autres provinces ont le loisir de faire la même chose. Eux, ce qu'ils préfèrent faire, c'est soit, il y a deux possibilités, soit qu'ils prennent le champion de l'année précédente avec des joueurs ajoutés d'un petit peu dans leur province. Là, ils prennent quelques joueurs pour compléter une formation de 21 à 23 joueurs. Puis ils se présentent là-bas. Puis il y a l'Ontario qui, eux, à chaque année, au mois de juillet, ils organisent un tournoi où ce que les équipes qui veulent participer déboursent un montant d'argent. Ils participent au tournoi, puis le champion du tournoi ramasse la cagnotte qui se trouve à être leur budget de dépenses pour aller assister au championnat canadien. Puis cette équipe-là championne, ben, ils vont chercher quelques joueurs dans les autres formations de l'Ontario pour se présenter au championnat. Fait que c'est sûr qu'on arrive là-bas, puis là, ah, All-Star Team, puis tout ça, tu sais, on l'a vécu au Nouveau-Brunswick, là,
En 2019, l'année précédente où on y avait été, puis c'était pas. Je dirais qu'il y a eu beaucoup de l'intimidation qui se faisait à partir des autres équipes parce que, tu sais, c'était tout le temps, ah, ben, on sait bien, vous autres au Québec, former une équipe d'étoiles. Fait on est comme l'équipe mal aimée, si tu veux, quand tu arrives à ce championnat-là. Puis c'était comme t'as comme une cible dans le dos, puis tout le monde court après toi, mais tu sais, c'est sûr que quand tu arrives là-bas avec des joueurs qui t'as pas la meilleure équipe, mais là, l'année dernière, on avait vraiment à 97% les meilleurs joueurs, ceux qui avaient été choisis, prédestinés au départ, puis avec ceux-là qu'on peut y aller. Tu sais, puis il y a deux joueurs, je crois, qui avaient été invités puis qui ont décliné l'offre parce qu'il y avait des obligations autres. Mais tu sais, c'est comme on est quand même avec une équipe d'étoiles. Là. Mais c'est ça. Fait que c'est sûr qu'en arrivant dans ces championnats-là, l'équipe du Québec a une cible dans le dos, puis on est l'équipe à abattre, mais ça donne une motivation supplémentaire aux joueurs qui participent. Euh, ça lui donne un petit boost, le petit boost nécessaire pour être capable de se démarquer là-bas. Ben, définitivement que vous allez avoir une très, très grosse cible cette année, étant l'équipe championne en titre et un En peu avec plus, ouais. l'histoire que tu viens de nous expliquer là, ça va. Ouais. Protégez-vous bien. Bon, ouais, quand même. Et en revenant au castor, là, euh, moi, je me pose un peu la question, l'an dernier, quels ont été les gros arrivages que vous avez eus dans les dernières années? Parce que moi, j'ai eu un de vos joueurs en podcast dans les dernières semaines, Douglas Toro, qui est venu au podcast, qu'on a jasé ensemble. Et il était très, très choyé de l'expérience qu'il a vécue, en tout cas de ce que j'ai perçu là, avec son expérience avec le Castor, avec si ma mémoire est bonne, avec le championnat canadien aussi. Ouais. Euh, Ce genre d'échange-là, tant pour Douglas que d'autres joueurs, quel est le défi avec ces joueurs-là quand vous faites des échanges puis vous dites on veut qu'ils viennent performer avec nous parce que là, ma mémoire me fait défaut. Il n'était pas avec vous au début de la saison, il est arrivé au plus tard dans la saison, si je ne me trompe pas. Non, il est arrivé l'an passé. L'an passé, en 2022, c'était sa première saison. OK. L'année passée, il a joué une saison complète. Puis on l'avait eu comme dans un échange à trois avec Shawinigan et Thetford. Lui, il avait joué à Sherbrooke avant, à Thetford après. Fait qu'il il avait voyagé beaucoup. Fait que là, je pense qu'il voulait se rapprocher de la maison. Il a quand même 38 ans, de l'âge, ça se tasse. C'est un gars extrêmement en forme, mais il prend de l'âge pareil. Fait qu'il voulait se rapprocher. Puis aussi, ses cousins à Brian Corona, très amis avec les Ochoa. Fait que c'était un naturel pour lui s'emmener chez nous. Puis, je pense qu'il apprécie l'expérience aussi. Douglas, c'est un excellent joueur de balle. Il aime ça jouer ici, jouer dans un petit stade, privilégié jouer dans un petit stade avec les bonnes foules, puis l'ambiance. Fait que, je pense de son côté, c'est ça, mais c'est le même qu'on bâtit l'équipe. On a le même noyau depuis longtemps. On essaie d'ajouter ce qui manque. On a rajouté Derek Lamontagne, il y a 2 ans, au repêchage. Son père a joué avec nous autres pendant des années. Fait que, quand il était petit, on le voyait, on lançait des balles sur le terrain. Fait que, il faisait déjà partie de la famille. Fait que, c'est comme ça, David Gauthier, qu'on a rajouté aussi il y a quelques années au repêchage. On ne repêche pas souvent. On échange beaucoup de choix au repêchage pour s'améliorer, pour essayer de gagner à chaque année. Mais quand on repêche, on va chercher des gars comme ça. David Gauthier, Derek Lamontagne, Fernando Fernandez dans le temps. Fait que on fonctionne beaucoup comme ça. Mais dans les prochaines années, on veut repêcher plus aussi parce qu'on sait qu'on est vieillissant. On va essayer de profiter plus de nos choix et qu'on commence à rajeunir l'équipe un petit peu. Donc, est-ce qu'on peut percevoir un peu une vague d'échanges peut-être cette année soit de choix vieillissants ou des moyens d'aller chercher le plus de choix repêchage pour être capable de bien repêcher l'année prochaine? Ben, tu vois, déjà pour l'année prochaine, on a deux choix premier rond. On a notre choix à nous, puis quand on a échangé Jean-Philippe Martin à Sherbrooke, on a un autre choix. On a déjà 2 choix premier rond. On ne fera pas de vente de feu, c'est sûr. Les gars qui sont avec nous autres, on les aime tous. C'est devenu des amis au fil des années. Fait que, on n'a pas de grand échange en tête, mais c'est sûr que quand on peut ramasser des choix, puis ça ne nous coûte pas trop cher, puis qu'on ne touche pas au noyau, souvent c'est ça qu'on faisait dans les années précédentes. Et on parlait tantôt là, des déplacements, de jouer beaucoup sur la route. Du côté des castors, quel est le moyen de transport offert par l'équipe? Est-ce que chacun des joueurs ils vont par leurs propres moyens? Est-ce qu'on offre un service d'autobus? Quelles sont les possibilités quand on fait peut-être des gros voyages sur la route où on joue plusieurs matchs peut-être collés ensemble sur la route? Non, les gars, ça rentre tout seul.
Souvent, ils se packent des chars. Mettons, les gars, on a beaucoup de gars de la Rive-Sud, Saint-Amand, Sainte-Julie, ces coins-là. Fait que les gars se rassemblent. C'est sûr que le vendredi, quand les gars travaillent, c'est quasiment tout le monde arrive chacun avec son char. Il y en a un qui finit à 5 heures, il y en a un qui finit à 6 heures. L'autre, il va arriver pour de bonne heure. Il n'a pas travaillé dans l'après-midi, fait qu'il veut frapper des balles. Fait que, puis, c'est ça, fait que ça arrive pas mal tout seul. Puis le dimanche à Acton, on joue tout le temps 1 heure et demie. C'est comme une tradition. C'est la journée familiale. Encore là, les gars viennent avec leur famille, avec leur blonde, avec leurs enfants. Fait qu'on n'a pas de moyen de transport. C'est des gars de Trois-Rivières et des gars de partout. Fait que c'est le fun de voyager. Ça serait le fun de voyager en autobus, mais dans notre cas, pour l'instant, c'est impossible. Et ça va s'appliquer un peu à vous deux à ce moment-là, mais c'est une question que je trouve toujours trop, je vais réussir à le dire. Je trouve toujours ça assez intéressant de savoir un peu l'opinion premièrement, exemple, Dominique qui est à la Ligue, mais qui travaille aussi avec les Castors, et de ton côté, JF qui est avec les Castors. Si on avait un changement à apporter à la LBMQ, quelque chose que peut peut-être faire tétiller une oreille à la Ligue et dire, ah, bon, on peut peut-être y réfléchir pour un changement dans les prochaines saisons. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on se dit, ce fonctionnement-là, peut-être que je ne sais pas exactement si c'est peut-être une bonne façon de faire ou j'aime bien cette façon-là. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on se dit, il me semble que ça pourrait être vu. Sûr, moi, de mon côté, j'aime la formule de la Ligue. Il faut que le nombre de matchs est intéressant pour des gars qui travaillent. Il ne faut pas que tu te mettes à jouer 50 matchs. Il faut que tu joues des matchs, ça soit raisonnable dans le cas d'une famille. Ce qui me dérange un peu plus, c'est les playoffs, ça finit tard. Mettons, notre saison finie, il y a 2, 3, des fois, il ne fait pas beau, on rallonge la saison d'une semaine. On se ramasse au championnat canadien. Fait que là, tu commences les playoffs en septembre, il fait plus froid, l'école est commencée. Mais pour ça, on est extrêmement chanceux à septembre, qu'il n'y a pas mouillé du mois de septembre. On a quand même fini. Doom va pouvoir peut-être me corriger à l'entour du 10 octobre. Puis il n'avait pas fait si froid que Ouais. ça, mais c'est quelque chose qui me dérange quand les playoffs finissent. Hein. Je trouve qu'on finit trop tard. Moi, ça, les playoffs commencent plus de bonne heure, mais comme je te dis, pour l'instant, c'est impossible. Mais pour le reste, par exemple, je trouve que la Ligue, avec les années, ça fait 20, 23, 24 ans que la Ligue existe. On est rendu dans une belle formule. Là, un 25-30 matchs, quelque chose comme ça. Puis tout le monde fait les playoffs. Puis, je trouve qu'on est dans une belle formule, mais le fait que ça finisse tard, ça me dérange un peu. Et de ton côté, Dominique, est-ce qu'il y a quelque chose que peut-être que la Ligue travaille déjà à corriger ou est-ce qu'il y a quelque chose que... Ben, c'est sûr que, tu sais, une ligue comme la LBMQ, que ça fait 23 ans qu'il est là, je veux dire, c'est Daniel Bellil qui est le président de cette ligue-là depuis le jour 1, avec Dominique Bolduc comme VP, qui est encore là aussi, Jean Simard qui est préfet de discipline, François Rousseau qui est le registraire, moi comme relationniste, je suis impliqué aussi dans la direction de la ligue, mais tu sais, c'est certain qu'on essaye à chaque année de trouver la petite chose qui peut améliorer sans être obligé de. On efface et on recommence, là. Puis, tu sais, veux pas, si ça fait 23 ans que la Ligue est encore là, euh, on doit faire les choses de la bonne façon. Euh, tu sais, les foules sont là, les équipes reviennent. Ça fait, tu sais, là, oui, Granby se rajoute cette année. Drummond qui s'est rajouté en 2019. Mais tu sais, avant ça, il y avait 9 équipes. C'est les mêmes 9 équipes qui ont runné le show pendant 6, 7 ans de suite tu sais, sans qu'il y ait de départ ou quoi que ce soit. Donc, les équipes sont en santé. Euh, Chacune des formations essaye de travailler chacun de leur côté justement pour améliorer leurs produits, autant sur le terrain que le fait d'attirer des gens. Tu en as parlé tantôt, l'avenue d'un Philippe Laprise à Quaticook, tu sais, c'est certain que pour eux, ça leur donne un petit boost d'exposure. Euh, J'étais en discussion avec Philippe hier soir justement pour parler de la Ligue. Puis il me racontait une petite anecdote disant que y a la mère d'un joueur qui venait de repêcher est allée voir Philippe pour une partie hors concours qu'ils ont faite ce week-end avec le Rocket de Quaticook dans la Ligue de baseball junior élite. Puis la mère a dit à Philippe, hey, mon gars, quand il s'est fait repêcher par toi, puis c'est lui, Philippe, justement, qui a annoncé le nom sur la diffusion live qu'on a fait, elle dit, il capotait, tu sais, il te regarde avec la vie depuis toujours, puis t'es son idole. Fait que, tu sais, c'est des petites anecdotes drôles que, oui, ça peut aider à attirer des joueurs, puis ça peut aider à attirer des spectateurs aussi. Eux, ils font ça de leur côté. Christian-Marc Gendron, qui est quand même une personnalité connue, qui parle beaucoup des Cardinaux, que
Des Laurentides, c'est rendu un happening. Eux ont vécu une situation vraiment pas facile, là, qui ont été obligés de se virer de bord pour se trouver un nouveau terrain au mois de février-mars, qui ont appris que le stade à Saint-Jérôme devenait une patinoire des Canadiens. Fait que là, ils ont été obligés de dire on n'a plus de stade à Saint-Jérôme, puis là, il faut se trouver un terrain. Fait que, ils ont mis la main sur un terrain qui était en construction à Saint-Colomban, qui continue d'adapter encore pour le niveau qu'on joue. Puis, ils font de quoi de merveilleux là-bas sur place. Là, c'est un happening. Puis, il y a beaucoup de monde. Ils ont triplé le nombre de personnes qu'il y avait à Saint-Jérôme dans le temps, dans le village de Saint-Colomban. Là. On parle que c'est même pas la même population, mais ils réussissent à attirer les gens des Laurentides qui vont voir les Cardinaux. Puis, il y a du gros travail qui se fait là, à chaque endroit. Puis, c'est certain que la Ligue, c'est comme ça qu'elle avance. Euh, Tu parlais tantôt là, des bananas. C'est vraiment le fun à voir sur vidéo, mais je ne sais pas à quel point on pourrait intégrer, peut-être faire un match d'exhibition en début de saison ou quelque chose comme ça avec une formule comme ça, que ça pourrait amuser les gens. Il y en a qui parlaient des chevaliers au kiff, des choses comme ça, mais c'est, oui, c'est correct, on peut faire des événements, mais veux pas, les joueurs ont des familles. Les équipes ont un nombre limité de lanceurs. C'est une denrée rare. Fait que si on commence à rajouter des matchs puis rajouter des événements, je pense qu'on se tire dans le pied en tant que ligue. Là, c'est certain qu'on pourrait dire là, au niveau business, il faudrait qu'on joue 40, 45 matchs, puis on aurait plus d'exposure, on aurait plus de matchs, mais je crois que le calibre, il deviendrait un petit peu handicapé à cause du nombre de matchs qu'on pourrait rajouter là, dans le circuit. Donc, sans dire qu'on garde le statu quo, mais on continue d'avancer tranquillement, petit pas par petit pas, on s'adapte avec les réalités, les réseaux sociaux, les diffusions web, les choses comme ça, qu'on fait de plus en plus. Mais pour le reste, là, il n'y aura pas de grosses nouvelles qui vont arriver là, dans les prochaines années puis dire regardez, on est rendu un nouveau produit, là, ça fonctionne comme ça. On ne s'assoit pas là-dessus non plus. Là. On essaye toujours de s'améliorer au quotidien avec les petites choses, mais il n'y aura pas rien de majeur qui va sortir là, dans les prochaines années, certain. Et ça m'amène à poser une question avant qu'on on se dirige vers la fin, parce que je ne vais pas prendre non plus toute votre soirée, là. Je sais que vous devez avoir des choses à faire à travers tout ça. Avec la venue de Philippe Laprise, on a eu un pouce involontaire, avec la venue de Philippe Laprise comme propriétaire d'une équipe, est-ce que vous avez eu vent, la Ligue, de d'autres gens avec un certain statut économique? Parce qu'on s'entend que Philippe est quelqu'un, quand il arrive, ben, il y a une présence, il y a une certaine différence qu'il peut avoir. Est-ce qu'on a eu des vents de peut-être de personnes publiques qui disent Hey, moi, j'aimerais ça acquérir une équipe de la LBMQ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on a entendu avec la Ligue? Ben, c'est certain que j'ai eu des discussions avec Maxime Martin qui fait un podcast aussi avec Eric Gagné au niveau du baseball. Puis, il dit Crème, là, j'aime bien votre produit. Puis, je savais pas que Phil, c'était un amateur de baseball. Puis là, à un moment donné, c'est comme la blague s'est faite. Là, Mike Ward va acheter une équipe, un autre va acheter une équipe. Fait que là, c'était comme rendu la Ligue des humoristes. Euh, c'est certain que, puis Philippe, il pourra témoigner lui-même. Là, oui, OK, injecter de l'argent, c'est une chose, là, mais c'est beaucoup de temps. Là. Être propriétaire dans LBMQ, là, c'est pas juste être propriétaire d'une Ferrari, puis je la lave une fois par semaine, puis je mets un drap par-dessus pour le reste du temps, puis je vais la rouler une fois par mois. C'est vraiment du quotidien, c'est des heures. Et quand tu es propriétaire d'une équipe dans cette ligue-là, quand tu t'impliques dans ça, tu rencontres des commanditaires, tu vas parler à des gens, tu appelles quelqu'un pour recevoir son 500 ou son 1000 $ de commandite pour être capable d'arriver à la fin de l'année puis de faire en sorte que tous ces OBNL-là, parce que c'est tous des petits business, mais c'est tous des OBNL, dans le fond, qui veulent pas nécessairement faire de l'argent, mais d'arriver à la fin de l'année puis d'être capable de donner un spectacle aux gens puis de ne pas avoir des pertes au final, au niveau financier. Donc, oui, il y a des gens qui sont intéressés, mais c'est ça. C'est pas juste une question de dire oui, OK, lui il est propriétaire puis il donne son nom. Là. Il s'implique beaucoup. Là.
sais, Christian Marc, là, il flippe des saucisses puis des pains sur le barbecue là, à chaque match, là, tu sais, puis il chante l'hymne national, puis il chante le Take Me Out to the Ball Game pendant le match, puis il joue de son petit piano, puis il rencontre des gens, puis tout ça. Fait que, tu sais, les gens qui sont, même si c'est des personnalités connues, ils n'ont pas le choix de s'impliquer quand même là, dans le processus. Tu sais, c'est pas juste de dire je deviens propriétaire, puis go, là, tu sais, Ben, c'est le fun à voir, ça démontre qu'ils ont vraiment l'intérêt de dire je veux m'impliquer, je veux faire une différence dans ouais, l'équipe et dans l'organisation. ouais. Si j'avais une dernière question à vous, ben, une avant-dernière question à vous poser, si vous aviez une façon de capter l'attention de quelqu'un aujourd'hui en leur disant un petit pep talk pour viens voir une game de la LBMQ, parce que tu sais, on entend souvent j'ai hâte de revoir les expos arriver au Québec, j'ai hâte de revoir les expos revenir, j'ai hâte, mais la LBMQ offre un niveau de baseball très intéressant, puis on peut pas cracher là-dessus, il faut aller voir des games de la LBMQ parce que la qualité de jeu est intéressante. Comment vous réussiriez à encourager quelqu'un qui est hésitant à venir voir la LBMQ? Ben, c'est sûr, de notre côté, en plus de la bonne équipe qu'on a, on se sert beaucoup de notre stade pour attirer des gens. Euh, Par les années passées, même à chaque match, des fois, il arrive des gens de Valleyfield, de Sorel, ça vient d'un peu partout. Oui, ils viennent voir la LBMQ, oui, ils viennent voir les Castors, mais j'avais entendu parler de votre stage, j'avais entendu dire ça le fun, Nero Baseball. L'année passée, quand la saison des Capitales a fini après le playoff, il nous restait une coupe de games, nous autres, les Aigles aussi. Les gens venaient à Acton, ils disaient, je suis allé à Trois-Rivières, je suis allé à Québec, je vais amener voir ça à Acton. Fait on était comme une petite coche, là, et voir des stades de Trois-Rivières et de Québec, les gens disaient, vous venez voir ça, on a entendu parler. Fait qu'on vend beaucoup notre produit aussi avec l'ambiance, avec notre stade, mais sans négliger nos joueurs là, qui sont extrêmement bons aussi, qui donnent un bon show. On se sert beaucoup de ça pour de l'ambiance du stade. On le dit, une fois, vous allez revenir, c'est sûr, sûr, sûr. Et de ton côté, Dominique? Ben, c'est certain, tu sais, puis je vais encore prêcher pour ma paroisse, là, mais tu sais, l'ambiance qu'il y a dans le petit stade, là, c'est magique, là. J'en parle, j'en ai des frissons encore, là, de tous les matchs mémorables qu'on a vécus, là, les deux septièmes matchs qui ont été remportés par les Castors dans le stade Léo Asselin, entre autres. J'étais aussi à Quaticook, là, lorsque les Castors ont gagné en 6 en 2011. 2011. Ouais, 2011. c'est ça. Parce que Jean-François, quand il parlait de prédiction tantôt, tu sais, 2011, 2017, 2023, c'est à coup de 6. Fait que le prochain, c'est 2029. Je ne veux pas casser ta ballonne, Jeff, mais. Non, mais pour vrai, tu sais, la LBMQ en général, euh, c'est composé de joueurs qui ont soit été repêchés dans les majeurs, qui ont été les meilleurs de leur équipe au niveau junior élite, qui jouent dans les collèges américains, qui ont fait des séjours dans le pro. Il y a des joueurs qui ont joué avec les Capitals pendant plusieurs années, qui terminent leur carrière dans la LBMQ. On pense à des Michel Simard, des Eddie Lantigua qui ont passé par la LBMQ puis qui ont été des vedettes dans leur ligue. Tu sais, il y a des joueurs qui passent par nous pour faire un tremplin pour aller jouer pro. Donc, c'est certain que le calibre, c'est de haut niveau, là. Puis, ben honnêtement, là, euh, tu sais, le calibre est pratiquement équivalent à ce qu'on peut voir dans la Ligue Frontier lorsque les joueurs sont à leur apogée. C'est certain que le noyau global d'une équipe de la Ligue Frontier est sensiblement meilleur, là. C'est des joueurs professionnels, puis ils font ça au quotidien. Mais quand tu compares à des joueurs qui jouent deux, trois matchs par semaine versus quelqu'un qui joue à tous les jours, ben, le calibre, il se rapproche vraiment beaucoup, là. Tu sais, pour avoir vu les deux calibres, là, c'est pas. C'est sûr que c'est pas pareil, c'est pas la même chose. Il y a des neuf manches, tu sais, si tu vas au Stade Canac, tu as quand même un oomph de plus. Tu sais, c'est un gros building, mais à petite échelle. Tu sais, un match au Stade Amédée-Roy à Sherbrooke ou au Stade à Léo Asselin à Acton, tu sais, je veux dire, c'est tout aussi plaisant, puis ça coûte le tiers de ce que ça coûte aussi pour se rendre à Québec ou à Trois-Rivières. Donc, pour le rapport qualité-prix, là, je pense que la LBMQ, c'est vraiment
un produit hyper important là, à considérer là, si tu as, une belle soirée à passer, là, sans prétention. Présentez-vous à Acton, venez nous saluer, JF puis moi en haut, puis ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Et pour terminer, si vous aviez un souhait pour la LBMQ, un souhait d'expansion d'équipe, un souhait que le niveau de jeu reste similaire, qu'est-ce qu'on souhaiterait à la LBMQ ou qu'est-ce qu'on souhaiterait même au Castor d'Actonville pour la prochaine saison 2024? Écoute, pour la Ligue et pour les Castors, je pense qu'on souhaite c'est la pérennité, que la Ligue continue. C'est souvent des ligues seniors, si tu regardes l'histoire, autant au hockey qu'au baseball, c'est des ligues comme année dans des ligues d'adultes après quelques années, 10, 15, 20 ans. Là, on est déjà rendu à 20 quelques années. Un peu comme la Ligue nord-américaine qui sont rendus eux autres ici, je pense à 25, 26, 27 ans. Moi, je souhaite juste que ça continue, puis mais qu'on soit plus là, qu'il y ait des gens qui reprennent le flambeau. On n'est pas éternel. Je souhaite juste ça. Le calibre, oui, c'est le fun, mais dans le temps que je jouais dans les années 80, c'était tous des gars locaux, puis les gens venaient au baseball. Pareil, c'est le fun au baseball. Tu prends bien, tu peux jaser, il arrive un jeu. Euh, je souhaite juste que les gens puissent continuer à aller au baseball. Là. Nos infrastructures de baseball au Québec sont pas terribles. Il y a encore une coupe de place, il y a des stades qui ont de l'allure, puis on dirait que ça veut repartir. J'aimerais ça, juste ça que ça continue, que les villes donnent un petit peu plus d'importance au baseball, qu'ils entretiennent leur stade. Il y a des places qui avaient des beaux stades, ils ont démoli, ils essayent de reconstruire, c'est compliqué, avoir des infrastructures. Moi, je pense juste à ce niveau-là, si on peut continuer, puis cadrement, ils bâtissent un stade. C'est rare au Québec qu'on bâtit des stades, je trouve ça le fun. Si je peux renchérir sur ce que Jean-François vient de dire, c'est vraiment ça. Mon souhait pour la LBMQ et les Castors, c'est que les, chacune des villes ait le guts de mettre le baseball à l'avant-plan puis de faire en sorte que les équipes majeures de leur ville soient dans des belles installations puis qu'ils puissent offrir un produit aux partisans, que ce soit une expérience autant pour les joueurs que pour les spectateurs. Quand les gens sont assis dans les estrades et qu'ils sont contents d'être là, ben, ils vont revenir, puis ils vont se déplacer, puis ils vont aller voir des stades ailleurs. Puis, il y en a qui vont faire la tournée, puis qui vont être contents de dire, moi, je suis allé à Thetford de Victo, à Drummond, puis à Shawi cette année. Puis, on est content que les gens qu'ils fassent le travail. Puis, on l'a vécu ici à Acton. J'ai joué au baseball mineur. On, le baseball est tombé pratiquement mort à zéro au niveau du baseball mineur. Puis là, les Castors, le championnat en 2011, puis depuis ce temps-là, on dirait que le baseball a repris du poids de la bête, puis de plus en plus de joueurs que- qui s'impliquent dans le baseball. Puis on souhaite que ces jeunes-là qui s'impliquent, puis leurs parents, puis les familles, ben ça vienne au stade, puis qu'ils viennent voir les matchs, mais aussi qu'ils s'impliquent dans les organisations pour que justement la Ligue puisse continuer encore plein d'années, puis que je puisse prendre ma retraite de cette ligue-là puis qu'elle soit encore en vie. Ben, c'est sûr qu'avec l'implication des ligues, des villes sur le terrain, ça peut amener beaucoup de choses. Ça amène des retombées économiques, ça amène des agrandissements, ça amène des sports-études à certains niveaux, dépendamment des villes, à certains endroits. Ça amène une pérennité, justement, comme JF, tu le mentionnais, de dire, ça amène un confort et une structure plus intéressante. Puis j'ai bien hâte de voir, comme on parlait pour Drummondville, qu'est-ce que ça va donner. J'ai hâte de voir, on va suivre l'évolution de la Ligue, c'est définitif, voir si tout va se diriger dans le bon sens et surtout savoir est-ce que JF a fait prophète de lui-même en espérant une répétition des Castors cette année. On le souhaite, honnêtement, on vous le souhaite à 100%. Ouais. Puis on va suivre ça avec intérêt là, dans les prochaines semaines, c'est sûr. Parce que qui sait, tout peut arriver des fois. Si tu parles aux 11 gérants de la Ligue, si tu les appelles tous aujourd'hui, ils vont tous te dire qu'ils veulent gagner le championnat. Il n'y a pas personne. Au mois d'avril, ils vont dire hey, moi, je pense pas, je vais gagner cette année. Là. Fait que, on fait pas bande à part, on est confiant, on a hâte que ça commence. Puis, on souhaite de gagner. On joue pour gagner. Puis, et je sais que mon équipe, les gars vont se présenter puis ils vont tout donner, mais en même temps, je suis conscient que le calibre de la Ligue fait que l'année passée, même en première ronde, comme tu me disais contre Sherbrooke, on aurait pu aussi bien se faire éliminer. Sherbrooke avait joué une série incroyable. Ça s'est joué sur deux, trois petites affaires dans la série qui a changé la série. T'es champion, oui, t'es le meilleur, oui, mais des fois, ça a passé proche.
Ben justement, c'est ces petits moments-là qui amènent une certaine beauté au baseball, de voir les matchs se rendre le plus loin, d'être sur le bout de ton siège, de se dire, hey, ça peut changer à n'importe quel moment, un coup sûr, ça amène quelque chose, un retrait, on passe à autre chose. Tu sais, c'est le côté, le fun du baseball, de dire, Ouais, tout peut arriver à n'importe quel moment, tant que le dernier retrait de la dernière manche n'a pas été dit, tout peut se passer, puis c'est ce qui rend le baseball le fun, puis c'est le niveau de jeu qu'on me décrit en ce moment, puis de ce que j'ai eu la chance de voir, c'est ce qu'on va avoir, des games qui vont être intéressants, qu'on n'aura pas l'impression qu'il y a une équipe qui est juste là pour faire acte de présence, puis comme je disais tantôt, on vous souhaite le meilleur du monde avec les Castors d'Actonville, puis pour les gens qui n'ont pas été au stade Les Wesselins, allez-y, les infrastructures seront rendues incroyables, le terrain en soi, c'est mythique, c'est une expérience incroyable, et vous allez avoir la chance d'entendre la belle voix de Dominique dans les micros. Et si vous avez la chance de parler avec JF, prenez le temps d'aller le voir. Merci Jean-François Doré et Dominique Lucie d'avoir pris le temps de venir au Monticule aujourd'hui, nous parler des castors, nous parler de la LBMQ, nous aider à reprendre l'intérêt ou à garder l'intérêt, dépendamment de chaque personne, ou de découvrir les castors d'Actonville, découvrir la LBMQ. J'ai vraiment apprécié mon expérience, j'ai apprécié la discussion que vous avez prise avec moi aujourd'hui, tout le temps que vous avez pris dans vos horaires chargés personnels. Et pour les gens qui ne me connaissent pas, je m'appelle Zach Langlois, je suis fondateur, animateur, j'aime le baseball et j'ai fait ce podcast-là pour avoir des discussions avec des gens comme Dominique et Jean-François. Donc, si vous voyez une information du Monticule, partagez, aimez, abonnez-vous, passez le mot, parce qu'avec le fait de grandir, vous allez m'aider à avoir d'autres belles discussions comme ça avec des gens qui s'impliquent et qui ont une grande passion pour le baseball. Puis nous, ben, on va se revoir bientôt pour une autre émission du Monticule. Ciao!